Rosso, bien entendu, c'est à cause des locales. On verra donc tout à l'heure si notre invité est d'accord avec, bien entendu, ses explications ou pas. Nous parlerons aussi de l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade, qui, vous le savez également, est au devant de l'actualité. Nous parlerons du PSE, nous parlerons aussi des locales du 29 juin prochain. Des locales également, qui, vous le savez aussi, la date de clôture, on va dire, des dépôts des listes est prévue le 29 avril. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre invité. Michou Diao, bonjour. Oui, bonjour M. Diaby, et permettez-moi aussi de saluer les téléspectateurs de la 2STV. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Par Conviction. Ben, je vous remercie. Ça me permet aussi d'avoir un moyen de communiquer avec les Sénégalais et de vous donner une position par rapport à l'actualité politique nationale et par rapport aux questions que vous voudrez bien poser. J'en suis d'autant plus ravi que l'actualité est chargée actuellement et qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on entend beaucoup d'interprétations, beaucoup de supputations plutôt théoriques qui n'ont rien à voir avec la réalité locale. Et c'est une bonne chose qu'on puisse en parler. Et on commence par l'affaire Abdoulaye Wade. Il y a une polémique monstre. Hein. Avez-vous réellement retardé son vol? Je pense que l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, est coutumier des faits. Hein. Un bon stratège qu'il est, quand il était dans l'opposition, il avait l'habitude aussi d'être absent du Sénégal et de n'être là qu'à l'approche d'une élection. Il n'est pas venu en tant qu'ancien président de la République du Sénégal. Je pense qu'Abdoulaye Wade est venu en tant qu'actuel secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, mais surtout aussi en tant que père d'un fils qui est en prison. L'objectif étant de déstabiliser le pays pour pouvoir réclamer la libération de son pays. Ce qui est dommage. Quand vous dites déstabiliser, est-ce que vous avez des arguments vraiment qui le prouvent? Oui, regardez, il veut juste organiser une marche. Regardez toute la polémique qui entoure ça supposé arriver hier. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, c'est eux-mêmes qui ont fait du faux. Parce que les Marocains ont eux-mêmes bloqué le vol à Casablanca, parce que le manifeste qui devait permettre à Abdoulaye Wade d'arriver à Dakar devait être changé à partir de Casablanca. Et vous savez que les normes sécuritaires internationales voudraient qu'au moins on puisse connaître à l'avance les passagers qui vont d'un pays à un autre et qui vont transiter à partir de ce pays pour venir rejoindre un autre pays de destination. Donc, ce qui s'est passé, en réalité, tout le monde le sait. L'ANACIM a déjà communiqué sur la question. L'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, est venu avec une délégation différente de celle qui devait arriver à Dakar. Et à partir de là, les autorités aéroportuaires marocaines ont souhaité quand même qu'il y ait une conformité avec ce qui devait se passer. Mais je pense même que tout ceci est savamment mûri. Des accusations rejetées en bloc par des proches d'Abdoulaye Wade. Vous avez entendu Oumar Sarr également sur la question. Oui, c'est dire que ça a été fait délibérément par l'État. C'est toujours comme ça. Ils ont cette attitude et l'objectif qui visait derrière, c'est ça, c'est la victimisation. Parce que c'est cette victimisation qui leur permet de créer peut-être une sorte d'engouement populaire autour de leur personne. Mais vous savez que ce pays-là a eu la chance au moins de connaître 4 présidents de la République et les uns ont pu survivre aux autres. Et dans tous les cas de figure, dans toute l'histoire politique sénégalaise, des présidents en exercice ont reçu dans le pays d'anciens présidents en exercice sans que cela ne soit un problème. L'ancien président Abdou Diouf venait très souvent à Dakar sans que cela ne fasse de l'actualité. Et d'ailleurs, la posture du président Abdou Diouf a même parfois été mal comprise par les Sénégalais parce qu'il n'a pas voulu s'immiscer dans le jeu politique national, étant entendu que sa parole pouvait être analysée comme un facteur de déstabilisation nationale ou de soutien au président en exercice. Mais le cas de Abdoulaye Wade est différent avec celui d'Abdou Diouf parce qu'Abdou Diouf également en partant n'était plus le secrétaire général ou le patron du Parti socialiste. Abdoulaye Wade est toujours à la tête de ce parti. Est-ce qu'on ne devait pas attendre du président Abdoulaye Wade la même posture, justement pour ne pas gêner le jeu démocratique sénégalais? Vous savez, l'Afrique... Il n'a pas encore fait un congrès pour passer le témoin. Il n'y a pas eu la même chose au niveau du Parti socialiste, notamment. Écoutez, vous savez, oui. En réalité, comprenons aussi les démocraties africaines. Nous sommes des pays à vocation démocratique fragile. Et il suffit d'un peu pour que, justement, il y ait une étincelle et que le pays tombe dans le chaos. Donc, naturellement, ce qu'on peut attendre dans un ancien président, c'est de montrer des gages qu'on peut arriver à une alternance démocratique sans que l'ancien président ne soit inquiété dans sa vie, mais sans aussi que le président en exercice ne souffre de l'ombre ou de la tentative de déstabilisation de l'ancien président en exercice. Toutefois, ce qu'il y a, c'est que le président Abdoulaye Wade, en fait,
est toujours nostalgique de Abdoulaye Wade qu'il était avant 2000. Je pense même même quand il était président en exercice, il avait plutôt tendance à être un opposant dans son discours. Vous voulez dire un opposant au pouvoir, quoi. Voilà, mais lui, il a clairement dit qu'en fait, il n'était pas là pour déstabiliser le pouvoir. Il en a les moyens, il sait comment le faire, mais il est là juste pour soutenir son fils et puis réorganiser son parti. Vous pensez qu'il peut déstabiliser le Sénégal? Non, vous vous trompez. Non. Les Sénégalais lui ont tourné le dos volontairement. Abdoulaye Wade? De façon volontaire, les Sénégalais lui ont tourné le dos alors qu'il avait tous les moyens pour résister. Alors pourquoi donc dans ce cas, vous l'aviez interdit vraiment sa marche et ses manifestations? Parce qu'on est dans une république et que la posture républicaine qu'on attendait d'Abdoulaye Wade, c'est qu'il vienne escaliter ancien président de la République du Sénégal. Mais pas de cette façon-là où avant même de venir, il fait une interview dans les journaux étrangers pour dire sa position par rapport à son fils. En réalité, ce qui me choque d'ailleurs, oui, c'est que je ne comprends même pas le soutien des autres leaders du PDS parce que quand Abdoulaye Wade parle, il parle essentiellement de son fils. Il ne parle même pas des autres victimes, en fait, de ce qu'ils ont appelé victimes. Mais alors, c'est un grand problème à mon niveau. Je ne comprends pas. Pourtant, il a dit, et les autres aussi mis en prison, selon lui, injustement. Pourquoi il attend la fin de l'instruction et justement le moment où on va lancer le procès concernant son fils pour pouvoir le faire? Rappelez-vous, la première fois qu'on a parlé de sa venue, c'était à l'approche de la fin de la première mise en demeure de son fils. Tout est calculé dans ce qu'il fait. Je pense qu'il est là pour mettre la pression et il se trompe parce que ce pays fonctionne avec des institutions normales et vous avez vu même dans son discours l'allusion à l'armée et à la police nationale, il oublie que ces institutions sont des institutions républicaines qui ont pu le servir avec dévouement dans le respect de la Constitution sénégalaise et qui vont servir encore le président Macky Sall dans le respect des institutions de la République. Donc, toute cette diatribe, tous ces discours sont inutiles. On connaît l'objectif. L'objectif de l'homme, c'est de mettre la pression pour qu'au moins on puisse trouver un cadre dans le cadre de la libération. Dans ce cadre, vous n'êtes pas tombé un peu dans son piège? Parce qu'apparemment, on a l'impression que ce qu'Abdoulaye Wade recherchait, il a obtenu. En aucune façon. En aucune façon? En aucune façon, parce que il faudrait plus ou moins mettre le pays un peu en état de siège. Bon, les associations des droits de l'homme qui parlent, qui regrettent vraiment le fait que peut-être les manifestations d'Abdoulaye Wade soient interdites. Rappelons à ces associations-là, justement, que... Qui vous ont soutenu d'ailleurs? En réalité, par le passé. Quand il y a eu des manifestations, c'est parce qu'il y avait des urgences. Oui. Les manifestations qui ont prévalu avant et après le 23 juin étaient dues à une réforme institutionnelle d'envergure qui pouvait changer le jeu politique. Et tout le monde connaissait l'objectif inavoué, mais l'objectif caché, qui devait un jour permettre à une dévolution monarchique du pouvoir. D'accord? Les manifestations qui ont suivi la période préélectorale et la période électorale étaient dues aussi à un souci des Sénégalais de ne pas accepter cette candidature que lui-même avait récusée avant, en disant qu'il n'était pas rééligible en 2012. Bon, et tout ça participe du vrai jeu démocratique. C'est parce qu'il y a un enjeu dans la réforme des institutions ou bien dans le calcul du jeu électoral qu'on peut mobiliser les Sénégalais autour de questions comme ça. Mais là, le pays fonctionne normalement, sans aucun enjeu vraiment institutionnel, sans aucun enjeu politique qu'on connaît. Et le président Abdoulaye Wade voudrait faire une marche. Je ne vois pas pourquoi on va lui concéder ça. Il vient en tant qu'ancien président de la République, il aurait pu venir, mais rester chez lui. Le droit à la marche donc, est inscrit aussi, on va dire, dans la Constitution. C'est permis à tout un chacun. Et puis d'autant plus que toutes les formalités ont été respectées. Ils ont déposé cela il y a quelques jours. Comme il est permis à l'autorité administrative de juger de l'opportunité ou non du droit à la marche. Y avait-il réellement trouble à l'ordre public? Je pense que est-ce que les ingrédients étaient réunis quand même pour qu'il y ait trouble à l'ordre public? Vous avez pu voir les images hier. C'était toute une entreprise qui avait été préparée pour pouvoir créer. Vous pensez réellement? Est-ce que c'est pas parce que c'est l'État qui a cherché cela un peu? En quoi? Vous auriez dû peut-être encadrer cette marche et puis c'est fini. Abdoulaye Wade vient, peut-être les gens viendront le regarder. Certains seront nostalgiques d'Abdoulaye Wade et puis c'est fini. Il rentre tranquillement chez lui. Rappelez-vous les événements du 23 juin ou les événements de 2012 par rapport aux élections présidentielles. Est-ce que c'était le même contexte? Est-ce que vous avez vu des mobilisations de Ndiaga Ndiaye? Non. Vous n'avez pas vu des cars rapides convoyer les manifestants à la place de l'Obélisque. Vous ne les avez pas vus convoyer des militants ou des manifestants à la place de l'Indépendance ou ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu convoyer des militants essentiellement, surtout de la banlieue dakaroise, pour les amener à déstabiliser le pays. Or, ce n'est pas normal. Tout fonctionnait normalement jusqu'à l'arrivée du président de la République. Donc, il aurait pu venir par lui-même et ceux qui voudraient lui témoigner son affection ou son soutien, mais auraient pu le trouver là où il réside et il n'y avait pas de problème. S'il voulait mener des activités politiques, il a un siège assez grand, il pouvait contenir toute la foule qu'il voulait,
pour pouvoir faire ses activités. Mais alors, dans ce cas-ci, le siège pouvait contenir toute la foule qu'il voulait, donc il n'y a pas de problème, parce qu'on a l'impression que vous avez peur de quelque chose. C'est-à-dire de 2000, avant 2000, si vous voulez, ou un peu 2000, quand Abdoulaye Wade revenait de la France, et donc avec sa grande marche également, une marche que le Parti démocratique sénégalais juge triomphale aussi, hein. Avez-vous peur de cela ou bien on avait l'impression que bon, c'est comme si vous avez peur de quelque chose. Non, Abdoulaye Wade. Vous n'avez pas peur d'Abdoulaye Wade? Abdoulaye Wade était défini comme le président de la rue publique. Ça veut beaucoup dire. Oui, allez, expliquez-moi alors dans ce cas. Ce n'était pas un engouement populaire qu'on pouvait créer autour de tout ça. Vous savez, le contexte de 2000 est différent du contexte de 2014. Le contexte de 2000 était une expression forte des Sénégalais qui voulaient vivre sérieusement une première expérience démocratique d'envergure, où on a pris tous les gages qu'il fallait pour mener le combat. Et en réalité, le leader qui pouvait créer l'unité autour de sa personne et porter le projet des Sénégalais était Abdoulaye Wade. C'est pourquoi, toute obédience politique confondue, l'opposition sénégalaise a été recherchée et a voulu en faire son candidat. Et on était à cette période-là, à l'approche d'une élection présidentielle. C'est normal. Aujourd'hui, je ne vois même pas l'enjeu. Nous allons vers des élections locales. Que je sache, Abdoulaye Wade n'est pas candidat. Donc, que je sache... Mais il vient donc soutenir son parti, parce que son parti également vend 1000 morceaux, on va dire. Mais qu'il crée les conditions pour aller soutenir son parti à son siège, mais pas dans la rue sénégalaise. C'est pas mal de venir également de se faire accueillir par les Sénégalais. Et vous-même, peut-être, vous auriez dû aller à l'accueil ou bien? Vous savez, par exemple, je vous donne quelques éléments comparatifs. Oui. Le président de la République en exercice, M. Macky Sall, a eu des victoires au niveau diplomatique international, au niveau du PSE notamment, ou beaucoup d'autres questions dans le cadre des diplomaties étrangères. Mais pour autant, il récuse systématiquement que l'accueil populaire soit fait quand il revient de missions comme celle-là. Nous n'avons plus le temps de mettre ce pays-là tout le temps sous otage des politiciens. C'est ça le problème. Il faudrait que les gens apprennent à travailler. Normalement, hier, d'autres Sénégalais s'étaient levés pour aller au travail et ils devaient pouvoir y aller en toute quiétude et rentrer chez eux tranquillement. Mais est-ce que vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas responsable de cette situation? Parce que hier, presque tous les Sénégalais sont rentrés un peu plus tôt, pensant qu'il y aurait eu donc des affrontements, parce que d'un côté, toutes les manifestations étaient interdites, de l'autre côté également, ils voulaient manifester coûte que coûte. Et voilà. Et la loi s'applique à tout le monde. C'est comme ça que ça doit se passer. En réalité, je pense même qu'il faudrait peut-être qu'on fasse preuve d'indifférence par rapport à tout ce que ces gens-là font, parce que je pense qu'ils n'ont pas de respect pour les Sénégalais. Ils sont là quand il y a un enjeu qui les concerne directement. Après, ils retournent vivre en Europe tranquillement ou dans d'autres contrées du monde, sans même que les gens ne sachent comment ils y vivent. Et ils ne reviennent que quand ils ont besoin des Sénégalais. C'est un problème très grave. J'ai l'impression que nous avons nous-mêmes, Sénégalais, la mémoire courte, et nous aimons victimiser les hommes politiques pour en faire après des héros. C'est ça qui est dommage. Parce qu'apparemment, on a l'impression que vous êtes en train de tomber justement dans le piège d'Abdoulaye Wade. Hein? Non, en aucune façon les gens en aucune façon. Parce que hier, apparemment, il a gagné aussi, on va dire hier, mercredi, il a gagné aussi la bataille médiatique. Hein? Tout le monde parlait d'Abdoulaye Wade. Tout le monde ne parle qu'Abdoulaye Wade. Ce jeudi, on a parlé d'Abdoulaye Wade. Demain aussi, le vendredi, on parlera d'Abdoulaye Wade. Et après-demain aussi, le samedi. Maintenant, qu'est-ce que les Sénégalais en pensent? La bataille médiatique, elle est voulue par lui. Maintenant, les médias sont là pour au moins raconter des événements qui se déroulent. Ça, c'est la bataille médiatique. Elle est voulue par lui. Parce que c'est comme ça c'est le seul moyen qu'il a pour exister. En réalité, il déstabilise de l'extérieur le pays. Il vient, il crée toute la tentative de déstabilisation à l'interne. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir gain de cause dans l'occupation de la République. Les Sénégalais ont circulé normalement, ils ont vaqué normalement à leurs occupations. C'est ça l'information. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement politique? Je me dis qu'il faudrait peut-être faire preuve d'indifférence par rapport à ce qu'ils veulent. Toute cette agitation est inutile, elle ne sert pas les Sénégalais. Ce qui importe les Sénégalais, c'est les fortes mesures sociales, par exemple, du président de la République. Vous vous rendez compte, d'ailleurs, ça me permettra peut-être de parler de cette question après, mais que depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, on est en train de dérouler un ensemble de mesures sociales qui changent véritablement et sérieusement le quotidien des Sénégalais. Et pour ça, je sais que la reconnaissance des Sénégalais sera éternelle par rapport au président de la République, Macky Sall. On est en train de dérouler une vision par rapport à toutes les infrastructures, par rapport à tout ce qui doit se faire au niveau de ce pays pour permettre un vrai décollage économique. À côté de ça, d'autres personnes qui n'ont comme vision que leur propre personne, en réalité, de l'extérieur concorde un programme pour venir installer le trouble ici. Je me dis qu'en réalité, ce qui devait être fait, c'est que les Sénégalais
répondent par l'indifférence et qu'ils continuent de vaquer normalement. Des réalisations également que vos adversaires n'ont pas vues. Abdoulaye Wade et aussi Idrissa Seck qui avant-hier, ou reste un peu plus tôt, a fusillé également votre régime. Hein. Vous dites qu'il avait mal au cœur, vraiment, qu'il ressentait beaucoup de... Idrissa Seck a appris d'un maître qui lui a donné tout. Et le maître lui a bien appris ses leçons. Idrissa Seck n'est que le prototype d'Abdoulaye Wade, à la différence qu'Abdoulaye Wade est peut-être plus éloquent et plus charismatique. Mais les attitudes sont les mêmes. On vient au Sénégal quand il y a une échéance électorale, après on rentre. On prétexte qu'on est consultant international pour faire vivre sa famille. On est consultant international, on doit pouvoir être dans un cabinet, on doit pouvoir avoir un cabinet, mais on ne le sait pas. En réalité, personne ne sait comment ils vivent entre deux échéances électorales. Maintenant, quand il revient à Dakar, le propre de Idrissa Seck, c'est d'avoir de belles phrases où il va un peu mixter avec des citations du Coran et puis nous sortir des formules pompeuses ou grandiloquentes. Mais il a dit que vraiment Macky Sall devrait quand même vraiment dire l'origine de sa fortune parce que Macky Sall, durant tout son parcours, on va dire dans l'administration, si on additionne tout ça, il ne peut pas avoir 8 milliards. Idrissa Seck l'a dit. Hein. Je pense que... Donc c'est par lui, donc selon Idrissa Seck, que la traque des biens supposés mal acquis devrait commencer. D'abord pour Idrissa Seck lui-même, je pense que la réponse qui a été donnée par Souleymane Jules Diop et d'autres personnes est assez suffisante le concernant, parce qu'il est mal placé pour parler d'argent. C'est le seul à avoir dit. Vous faites allusion au protocole de Rebeuss? Non, je ne parle même pas du protocole de Rebeuss. Avant ça, il a dit que c'était le partage du butin qui était en train de créer des problèmes entre les bandits qu'ils étaient. C'était tout à fait de grands bandits. Je pense que c'est lui-même qui l'avait dit. Absolument. Et il n'a qu'à assumer ses propos devant l'histoire. Maintenant, plus spécifiquement par rapport au président Macky Sall, le courage politique qu'il a eu, personne ne l'a eu au Sénégal. D'avoir d'abord déjà fait sa déclaration de patrimoine est important. Ce qui est important ici, c'est de dire à l'entrée, à la prise de fonction du président Macky Sall, voilà ce qu'il a déclaré comme patrimoine. Et à la sortie en fait, de l'exercice du pouvoir, il doit pouvoir nous dire, voilà ce que j'ai pu avoir comme patrimoine nouveau ou ce dont j'ai pu me délester entre-temps. Et sur la base de ça, on va voir s'il s'est enrichi pendant l'exercice du pouvoir, tel qu'on le conçoit. Ce sont ces règles-là qu'il veut édicter aujourd'hui au Sénégal. Et il l'exige de tous les ministres, il l'exige de l'ensemble des directeurs nationaux, on veut même l'exiger à d'autres franges de la société. C'est ce qui est important. Vous savez, le succès diplomatique de ce pays-là, qui a d'ailleurs fait que le PSE a été une réussite fondamentale, c'est parce que justement, le président de la République a pris comme première mission d'assainir les finances publiques nationales et le rapport avec l'argent entre les gouvernants et les institutions financières. En tout cas, Idriss Seck dit avoir ressenti de la peine quand il a vu vraiment tout ce que le gouvernement a fait à Paris. Et qui doute même de la faisabilité du PSE. Et que même il doute aussi de ce taux de pourcentage que l'on dit également qui arriverait à 7%. En réalité, Idriss Seck certainement ne sait même pas de quoi il s'agit dans le PSE. Le PSE n'était pas à Paris seulement. Le PSE, c'est un projet, c'est un package. C'est un ensemble de projets, de 28 projets d'ailleurs pour être précis, sur un package de 10 milliards. D'accord? Sur les 10 milliards, avant qu'on aille à Paris, il y avait 7300 à peu près qui avaient été mobilisés, dont 4800 milliards qui devaient être mobilisés par les ressources propres de l'État du Sénégal. Le club de Paris consistait à aller chercher 2900 milliards avec 1800 milliards pour les partenaires techniques et financiers et 1110 milliards environ pour le secteur privé national. On a communiqué beaucoup sur le groupe consultatif de Paris. On a oublié qu'en amont, il y avait déjà 7300 milliards qui ont été mobilisés. Ne le sachant pas, il pouvait penser, d'ailleurs, il a une vision réductrice du PSE parce qu'il la ramène justement au club de Paris. C'est dommage qu'un homme politique aussi averti ne puisse pas traiter de cette question avec sérieux. Deuxièmement, c'est quoi? Vous savez, un pays dont, quand tout va bien, en fait, la mobilisation de recettes tourne autour de 1700, 1800 milliards, qui fait un projet de 10 000 milliards, et qu'on dise que ce pays n'a pas une vision ambitieuse, mais en fait, c'est de la politique politicienne. Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas se développer sans ses propres potentiels. Le président de la République l'a compris. En réalité, ce qui est important dans cette affaire-là, c'est quoi? C'est de pouvoir comprendre que si on fait parvenir les infrastructures là où on doit les faire parvenir, par exemple, qu'on crée les conditions pour que la zone de Kédougou soit servie par les infrastructures routières ou ferroviaires idoines à même de permettre l'acheminement de la production. Le permettre partout au Sénégal, c'est de permettre de créer les vrais jalons du décollage économique. Si on ne comprend pas les vrais problèmes du pays, on pourra avancer 50 000 milliards, on va dire que ce n'est pas un projet sérieux. À la seule différence, parce que M. Seck n'a pas raison. Oui, vous verrez beaucoup de personnes de cette opposition sénégalaise qui vous disent,
que c'est un projet qui n'est pas ambitieux. Deux, qui vous disent qu'il n'est pas réalisable financièrement. Si quelque chose n'est pas ambitieux, ça veut dire qu'il est facilement réalisable en réalité. Parce que ça veut dire que les moyens à mobiliser sont faciles à avoir. Ils disent que vraiment ce projet n'est pas ambitieux parce que vous n'êtes pas ambitieux. Vous ne cherchez pas une croissance à 2 chiffres, mais juste une croissance à 1 chiffre. Ça, c'est un. Et aussi de 2 également, Idrissa Seck, il parle après également, on va dire, cette polémique des chiffres, je m'explique un peu, ces chiffres qui sont publiés par différentes institutions, une agence qui donne un peu plus de 2,6%, quand même une institution rattachée au ministère des Finances également, et puis le ministre des Finances également, qui donne un autre chiffre. Bon, ce sont des chiffres qui sortent de part et d'autre, on ne comprend plus. Vous savez, M. Diaby, je vais revenir techniquement sur ces questions. Oui, aidez-nous à mieux comprendre. En réalité, il y a un gang qui est en train de se reformer. Hein? C'est le gang qui était là entre 2000 et 2012. Il y a eu les supposés intellectuels qui ont parlé sous la coupe d'Idrissa Seck, qui ont les belles formules. Il y a le populiste, le vieux chef mafieux qui va revenir et essayer d'emballer la machine populaire. Et il y a les autres, les mal-aimés, qui ont souffert pendant le régime, mais qui ne peuvent pas exister sans l'ombre du père. C'est ce gang-là qui est en train de se reconstituer pour essayer de déstabiliser le Sénégal. Et ils nous font croire n'importe quoi. Mais sérieusement, sérieusement, on peut être ambitieux, mais il faut qu'on soit réaliste dans nos ambitions. Le président de la République est très ambitieux dans sa vision avec le plan Sénégal émergent, mais il est réaliste. Le réalisme voudrait qu'on comprenne que nos ressources sont là, mais on ne peut se baser que sur nos propres ressources pour s'en sortir. Ça permet de créer toute la stratégie de mécanisation de l'agriculture, et vous avez entendu parler des fermes agricoles et tout, mais aussi ça permet de voir les zones où la production se fait, pour y faire parvenir toutes les commodités que l'État doit y faire parvenir à charge maintenant pour les entreprises. C'est à elles, je pense plutôt, de se hisser au niveau de l'ambition que le président de la République a pour eux. C'est ça le débat. Maintenant, sur les questions techniques par rapport à la croissance. D'abord, je vous rappelle que ce sont les mêmes personnes qui disaient à Abdou Diouf la croissance ne se mange pas. D'accord? Tout à fait. Alors, ça veut dire que les termes, les concepts là, ils considéraient avant que c'était des concepts creux. Parce que maintenant, c'est supposé les arranger, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Vous savez, la différence qu'il y a entre les chiffres de l'ANSD et ceux du ministère de l'économie et des finances sont dus à une chose. C'est que dans l'agrégation, justement, on n'a pas pris les chiffres du secteur agricole. Parce qu'eux tombent en général au mois de juin. Vous verrez qu'au mois de juin, quand on aura toutes les informations, ce sera conforme à ce qui a été dit. On aura à peu près un taux de croissance qui avoisinera, on va dire combien? Quel pourcentage? Entre 3,5 et 4%. Et c'est la moyenne sénégalaise. C'est la moyenne sénégalaise. Les experts sénégalais le savent. En fait, c'est des chiffres. Vous savez, les fonctionnaires sénégalais servent une république, ne servent pas un parti politique. Et honnêtement, de tout temps, tous les chiffres qui ont été servis n'ont pas souffert justement de contestation. Et ici, c'est qu'on veut prendre une information complète pour en faire un thème de discussion politique. Tout le monde sait que les chiffres qui ont été avancés n'ont pas encore pris en compte le secteur agricole. Le ministre de l'économie et des finances l'a expliqué récemment d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est une polémique vaine, mais en réalité, on ne cherche à tirer que sur ce qui est supposé ne pas aller. Les Sénégalais gagneront à comprendre que toutes les mesures sociales inhérentes à ce qui a été fait par le président de la République et son gouvernement, à savoir la couverture maladie universelle, la bourse de sécurité familiale, la baisse substantielle du loyer, la baisse et le maintien à la tendance baissière des denrées de première nécessité, sont les vraies mesures sociales qui doivent permettre de créer une justice sociale dans notre pays. Laquelle justice sociale n'a jamais été voulue par les partenaires étrangers. Vous savez, les démocraties occidentales ont toutes un système de sécurité sociale, et d'ailleurs qui est le plus souvent déficitaire ou même qui grève davantage le déficit public de leur pays. Mais il n'empêche que de façon résolue, ils savent qu'un pays doit exprimer sa solidarité par rapport aux démunis parmi les plus démunis. Le pays considère qu'il doit verser des allocations à ces personnes-là, ou bien les protéger du point de vue de la santé et de l'éducation, etc. Le président le fait. On ne s'en réjouit pas. Au contraire, on voit quelqu'un qui vient avec cette phrase supposée sortie d'ailleurs de nulle part, dit il n'a même pas encore peint les chantiers que Abdoulaye Wade avait laissés. Et je vous rappelle, je rappelle à ce même Idrissa Seck, que c'est Abdoulaye Wade qui avait dit que c'est maintenant, c'est sous Macky Sall, Premier ministre, qu'il a commencé à voir ces chantiers sortir de terre. Ça veut dire que Abdoulaye Wade lui-même reconnaît que de 2000 à 2005 environ, où Macky Sall est devenu Premier ministre sous Abdoulaye Wade, il n'y avait rien. Et dites-moi, citez-moi une seule réalisation d'envergure de Abdoulaye Wade entre 2000 et 2004. Vous n'en verrez pas. Nous, on a un socle de mesures sociales. Nous sommes en train de travailler
Vous avez vu les réussites qu'il y a eu dans la campagne agricole. Vous voyez le succès de la diplomatie internationale. Vous avez vu la confiance qui est rétablie entre les bailleurs. Vous voyez même les succès des entreprises. En réalité, même toute la théorie qui est en train d'être développée sur la fermeture de certaines entreprises, mais on vous dit qu'il y en a qui ferment, mais on ne vous dit pas combien ouvrent et combien sont performantes. Mais quelle est la durée de vie dans ce cas d'une entreprise également? Parce qu'il y a une durée de vie. Mais elle est fonction du choix aussi des actionnaires ou des entrepreneurs eux-mêmes. Tout ce qui était comme fleuron industriel de ce pays continue d'exister. Maintenant que moi, je puisse créer une entreprise parce qu'Abdoulaye Wade était là et que je pouvais gagner des marchés, bon, qu'Abdoulaye Wade parte, que je ne puisse plus être compétitif et que je ferme, mais il n'est pas un facteur qui puisse déstabiliser l'économie nationale. Il y a des secteurs où, en fait, il faudrait qu'il y ait une réarticulation de la politique de l'État. Ça, c'est vrai. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire, en ayant, par exemple, un œil particulier sur le secteur touristique, pour lequel il veut alléger d'ailleurs les charges sociales, d'accord, ou les charges fiscales, en ayant un œil particulier sur beaucoup d'autres secteurs. Mais au lieu de parler de tous ces efforts-là, on vous dit, enfin, avec ces phrases pompeuses qui sont inutiles et qui nous divertissent, qu'il n'a pas encore fait. Mais je rappelle que Idrissa Seck, Premier ministre, n'avait pas encore commencé à sortir les chantiers d'Abdoulaye Wade de terre. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de ces belles phrases. Je voudrais qu'on me dise où sont les fameuses grappes de convergence d'Idrissa Seck. Vous vous rappelez de toute la belle théorie qui avait été faite à l'Assemblée nationale. C'est ça le propre des intellectuels. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de réaliser tout ça parce qu'entre-temps, il est parti du gouvernement. Parce que justement, il était carent. Est-ce que c'est pas parce qu'il est parti assez tôt du gouvernement, raison pour laquelle il n'a pas eu le temps vraiment de réaliser tout ça? Non, vous savez... Alors, pour revenir un peu à l'affaire quand même, on va dire de PSE, parce que je voudrais quand même rester un peu sur ce point, parce qu'il n'y a pas si longtemps, le chef de l'État a nommé un monsieur PSE, je fais allusion à Mohamed Dionne, c'est bien ça? Oui. Donc, la personnalité, on va dire, qui s'occupe même de ce programme du PSE, beaucoup n'ont pas compris également cela, parce que bon, avant même l'arrivée de Mohamed Dionne, des membres, des techniciens, ou bien des membres du gouvernement, si vous voulez, entre guillemets, tout le gouvernement, des agents de l'État ont piloté ce projet jusqu'à donc l'amener à Paris pour le présenter donc aux bailleurs, et que donc au retour, on prend ce projet et puis on le confie à quelqu'un. C'est normal. Vous savez... Vous, fonctionnaire de l'État, vous n'êtes pas capable? Vous n'en êtes pas capable? Mais ce sont des fonctionnaires de l'État qui vont continuer le travail. Mais ce qu'il y a, c'est que le PSE dépasse un seul ministère. Il y a des projets qui concerneront, par exemple, le ministère des Infrastructures. Il y en a d'autres qui concerneront le ministère de l'Énergie. Il y en a qui concernent le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, puisque ces projets sont logés dans différents ministères, il est bon, parce que l'enjeu fondamental du PSE, c'était moins la mobilisation des ressources, parce que le président de la République avait atteint un niveau de reconnaissance internationale qui permettait facilement de mobiliser les ressources, mais plutôt l'absorption des crédits qui ont été alloués à l'État du Sénégal. Donc, pour être réactif de ce côté-là, il faudrait qu'il y ait eu un ministère qui puisse ne s'occuper que de cela, parce que c'est la base, c'est la rampe de lancement du développement du pays. Vous savez, c'est pas un gouvernement bis que vous êtes en train de créer? Non, en aucune façon. Pour des questions spécifiques dont l'enjeu national est avéré, il faut qu'on puisse créer une responsabilité spécifique. Et c'est en cela que c'est heureux. C'est pourquoi, par exemple, vous voyez, dans le cadre du ministère chargé des investissements, l'APIX est là pour pouvoir s'occuper des investissements. Donc, pour le PSE, il est bon qu'on ait un ministère qui puisse centraliser tout ce qui doit se faire. Il a parlé de charger du suivi du plan Sénégal émergent. C'est le suivi, ce n'est pas l'exécution, c'est important. Ça veut dire qu'au moins un ministère doit pouvoir être assez réactif, assez entreprenant au départ et assez réactif pour pouvoir, à date échue, présenter tous les projets qu'il fallait pour que le décaissement se fasse par les partenaires étrangers. C'est parce qu'il y a beaucoup de blocages au niveau de l'administration, c'est ce que vous voulez dire entre guillemets? Parce que justement, le fait que chacun de ces projets soit logé dans un ministère donné peut nuire à l'efficacité. Mais si on veut justement avoir une démarche efficace, il faudrait qu'on ait la démarche intelligente de pouvoir confier le package à quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe. Les ministères gardent leurs attributions classiques, mais maintenant, ce travail qui est apparemment le socle justement du développement, du décollage économique de ce pays, mérite une attention particulière, donc responsabilité particulière et appréciation particulière du président de la République pour pouvoir juger M. Dionne, à qui je souhaite plein de succès dans cette mission-là, ou le sanctionner positivement ou négativement, le cas échéant, parce qu'il est important qu'on pose les vrais jalons du développement de ce pays. On va lancer un ensemble de projets. Tant qu'on ne s'en approprie pas sérieusement, on peut avoir, vous voyez, beaucoup de fonds sont alloués aux États comme le Sénégal.
mais très souvent, vous verrez que l'absorption pose problème. Absolument, parce que jusqu'à présent, il n'y a encore rien du tout. On a même posé la question au ministre des Finances qui dit que bon, on était trop pressé et que donc le PSE c'était juste 2 mois, maximum un peu plus de 2 mois en arrière. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas un peu en retard? Parce qu'après tout le tintamarre que vous avez fait autour du PSE... Le PSE a un horizon, l'horizon court le plus... 2035, je crois, non, je pense l'horizon court qu'on connaît, c'est 2017. Donc, vous ne pouvez pas avoir un horizon... Même 2017 n'est pas aussi proche qu'on ne le pense. Hein? Vous ne pouvez pas avoir cet horizon-là et dire 2 mois après le groupe consultatif de Paris, voilà ce qu'on va commencer à exécuter. Vous avez parlé d'accélération de coup de fouet, on s'en souvient avec Aminata Touré. Justement. Donc il y a lieu d'aller vite aussi. Pas que sur le PSE. Mais surtout parce que le PSE, c'est un ensemble. Sur toutes les questions. Sur toutes les questions. Et donc ça, je pense que vous voyez le président de la République, comme si c'était une éternelle rengaine, demander à ses ministres d'être encore plus performants. C'est parce que c'est lui qui est plus pressé que les Sénégalais eux-mêmes. C'est ça.